Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans NCTV Actu, voici les titres. Une réélection sans surprise, Thierry Santa, de nouveau président du Congrès, élu à la majorité absolue. Il obtient 29 voix sur 54. Nous verrons également les membres du bureau de la vice-présidence. C'était il y a 65 ans, le 1er juillet 1951, la première participation massive des Kanaks dans un scrutin. Aujourd'hui, le droit de vote est-il toujours perçu de la même manière que nos grands-pères? Histoire et témoignages dans cette édition. Demain, il n'y aura plus de sacs plastiques distribués dans les commerces de France. Des démarches pour en faire de même ici en Nouvelle-Calédonie sont entreprises. Je vous le disais à l'instant, Thierry Santa de la liste Les Républicains se succède à lui-même. Il redevient donc président du Congrès. Il est réélu à la majorité absolue. Dès le premier tour du scrutin, il obtient 29 voix sur 54. Roch Wamitan, le candidat du groupe UC-FLNKS nationaliste, recueille 25 voix. Voici les réactions des deux candidats. Une réaction d'abord de satisfaction, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un renouvellement d'un président du Congrès sans changement, mais surtout de satisfaction parce que les non-indépendantistes, dans leur unité, ont voté en ma faveur. Ça, je pense que c'est un bon signe. Ça prouve que nous sommes véritablement encore dans une démarche de préparation de la sortie de l'accord de Nouméa, où chacun a conscience qu'on est dans l'obligation de travailler ensemble de la manière la plus efficace possible pour que les choses se passent le mieux possible. Je suis satisfait puisque nous avons fait le plein de nos bois. Et c'est important pour l'affichage au niveau de notre opinion publique. L'ensemble des indépendantistes s'est réuni autour de ma candidature pour ce vote. Bien sûr, les résultats étaient connus d'avance, puisque les non-indépendantistes sont actuellement majoritaires au niveau du Congrès. Thierry Santa redevient donc président du Congrès sur une durée de 1 an. L'élection s'est déroulée dans la matinée. Pas de changement donc à la présidence quant aux 8 vice-présidents. Il y a quelques changements et Natacha Ogui vous fait découvrir. Le bureau de la présidence reste pratiquement le même excepté 2 changements. Soutita Siolagadek quitte le fauteuil de 3e vice-présidente pour le laisser au nouvel entrant Yohan Lecourieux de la liste Les Républicains. Il remplace Grégoire Bernu. Soutita Siolagadek se retrouve au 5e siège de vice-présidente. Francis Euriboa conserve son fauteuil de 1er vice-président. Caroline Machoro-Régnier est 2e vice-présidente. Roch Wamitan est 4e vice-président. Émile Echero est 6e vice-président. Nicolas Mersdorf est à la 7e place. Et enfin, Itupan Thiewe est 8e vice-présidente. 8 membres élus au scrutin des listes internes à la proportionnelle. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est composé de 54 membres. Il est formé de 15 membres issus de l'Assemblée de la province Nord, 32 membres de l'Assemblée de la province Sud et de 7 membres issus de l'Assemblée de la province des Îles. Ils sont élus tous les 5 ans suite aux élections provinciales. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est l'Assemblée délibérante. Il est chargé de voter le budget du gouvernement et les lois du pays proposées par l'exécutif. Après le vote des élus, dit des grands électeurs au Congrès, on enchaîne avec le scrutin au suffrage universel direct, c'est-à-dire le vote des citoyens. Et souvenez-vous du scrutin du 1er juillet 1951. Pour la première fois, un nombre important d'électeurs kanaks prend part à la consultation électorale. 65 ans après, que reste-t-il de cet épisode? Le récit de Duke Menongo. Demain, 1er juillet, cela fera 65 ans que la majorité du peuple kanak obtient enfin le droit de vote. Ce n'est pas encore le vote universel en Nouvelle-Calédonie, mais on n'est pas loin. La liste électorale des adultes kanaks admis à voter passe de 1100 à 8700. Et c'est cette augmentation qui permet l'élection de Maurice Lenormand, qui sera appelé le député des Kanaks pour cela. Et cet élargissement avait été demandé par le président de l'UICALO, Roch Pidgeot, au gouverneur Kournari, et avait été rendu possible parce que le 23 mai 1951, l'Assemblée nationale adopte une loi qui élargit considérablement le droit de vote
de tous les citoyens français des anciennes colonies, en somme. Quelques années plus tard, le vieux Roch Pidjo sera le premier député kanak de la Nouvelle-Calédonie. Le vieux Vincent se souvient des premières fois qu'il a voté. On votait à la mission d'Étier, et puis c'est les délégués qui restaient au bureau, tous les Kanaks qui restaient au bureau. Puis après, quand il y a des mecs qui n'ont pas bien voté, il y a quelqu'un qui votait pour lui. En 1951, cet habitant de Poindimié avait 21 ans, l'âge de la majorité. Il se souvient qu'il votait pour faire valoir ses droits et améliorer les conditions de vie du peuple kanak. Aujourd'hui, il déplore le désintérêt des jeunes envers ce droit civique pour lequel les anciens se sont battus. Moi, c'est colère aussi, parce qu'il y a de tous les jeunes qui ne comprennent pas ça. Quand ils viennent des 15, quand ils étaient opinés, puis ils viennent, puis quand ils sont trois, ils tirent les droits des votes. Et puis ils ne pas les voir parce que c'est fini. Et puis ils restent toute la tribu, et puis ils ne pas aller chercher les papiers pour voter. Sans droit, quoi. Malgré tout, Vincent reste confiant envers la jeunesse de son pays. Non, on va essayer de travailler pour aller voter tout le monde. On va essayer de faire. D'où la tribu, on va essayer de travailler avec les chaînes pour amener pour voter, quoi. Rappelons tout de même qu'aux dernières élections provinciales, le taux d'abstentionnisme dépassait largement les 30%. Alors vous l'avez entendu dans ce reportage, 1100 Kanaks avaient le droit de vote avant 1951, principalement des Kanaks qui travaillaient. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux. Écoutez ce témoignage sur ses premières expériences de la démocratie. C'est l'interview du jour. Concernant le vote, comment ça s'est passé? C'était dur, quand ils ont milité, comment ça s'est passé, on va dire? C'était un peu dur, parce que à ce temps-là, nos vieux ne savaient pas c'est quoi le vote. Parce qu'on l'a toujours laissé les autres de côté. Comme la France a fait dans toutes les colonies, ce n'est pas un mystère. Par rapport à aujourd'hui, en 2018, ce sera le référendum. Il y a des jeunes d'ici qui ne sont pas du tout inscrits, qui ne sont pas intéressés. Quel est votre sentiment par rapport à ça, à ces jeunes-là? Il faut leur rendre consciencieux que c'est grave ça. Parce que maintenant, on mélange un peu tout. Mais pour l'autodétermination, pour l'indépendance, seuls les peuples colonisés ont le droit de vote, d'après l'ONU et les droits internationaux. Et pour ces jeunes-là, vous avez un message à leur faire passer pour les inciter justement que le vote c'est important, qu'il faut qu'ils s'inscrivent, quoi. C'est très important pour leur avenir, pour leur pays, pour sauvegarder la mémoire de leurs ancêtres. Merci, M. Katawi. Dans l'actualité internationale, demain, les sacs plastiques seront interdits dans tous les commerçants français. La presse française revient sur cette mesure actée par la loi sur la transition énergétique de août 2015. Le gouvernement espère ainsi éviter un gaspillage de 17 milliards de sacs plastiques, souvent la source de pollution de nos océans. Alors justement, qu'en est-il des sacs plastiques au pays? En plus d'une pétition lancée sur le web, des démarches pour les supprimer sont mises en place par des associations locales. On écoute Joanito Wamitan. Un sac plastique, c'est entre 100 et 300 ans de temps pour pouvoir se dégrader dans la nature. Donc il y a un impact qui est non négligeable dans la nature. Donc nous, on a souhaité avec les membres du réseau Cordyline, dans lequel les membres, mon association, Corail Vivant, Terre des Hommes, lancer cette pétition-là parce que c'est un impact non négligeable en Nouvelle-Calédonie. Les statistiques, ils sont claires. Hein. C'est 300 millions de tonnes de plastique produits. Il y a 10% de cette quantité-là que l'on retrouve dans les océans. On va solliciter aussi les producteurs de sacs plastiques locaux pour leur demander un rendez-vous, pour voir avec eux, entrevoir avec eux des solutions alternatives. Parce que c'est une perte sèche pour eux. Hein. Alors que faire de tous les sacs plastiques qui polluent encore la planète? Alors certains ont des idées originales, comme vous allez le voir dans le web du Pacifique de Prosper Poigou et Stéphanie Marlier.
Une maison en briques de plastique. C'est la toute dernière innovation imaginée par ce Colombien. Son souhait est de permettre aux plus démunis de se loger à moindre coût, tout en préservant l'environnement grâce au recyclage des déchets en plastique. Si l'on réussissait à récupérer tous les déchets plastiques dans l'océan Pacifique, on pourrait construire environ 500 000 maisons de ce genre. En Australie, une mosquée de Perth a été la cible d'une attaque à la bombe incendiaire en pleine prière. Un message anti-islam a également été retrouvé sur les murs de l'établissement religieux. Aucune victime n'est à déplorer. Cet attentat intervient après un autre incident. Une tête de cochon avait été laissée près de l'entrée principale d'une autre mosquée. Le bungee jumping. C'est le sport national kiwi. Il a été développé à partir du saut du Gol au Vanuatu. Il s'agit de sauter dans le vide le plus absolu avec juste un élastique attaché au pied ou à la taille, et ce depuis un point plus ou moins en hauteur jusqu'à toucher le sol. Sensation forte garantie. Ça pourrait faire l'objet d'un bon j'ai testé pour vous, pour Chloé Yentao et Mara Lurde. Il n'y a plus qu'à faire vos demandes auprès de la direction d'NCTV pour vous rendre en Nouvelle-Zélande. Allez, on enchaîne avec le tweet du jour. Et cette annonce de Gaël Lagadec, le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Alors, si la compétence de l'enseignement supérieur vient à être transférée au pays, alors l'Université de Nouvelle-Calédonie ne sera plus française, selon Gaël Lagadec. Une bonne nouvelle pour ce week-end. Demain, à Poé, la baignade sera de nouveau autorisée. Un soulagement pour l'activité économique du coin après 2 mois de disette suite à l'attaque mortelle du requin. Quant aux habitants, eh bien, ils n'ont pas attendu la levée de l'interdiction pour aller se baigner. Regardez ce reportage de Milkatoua. Demain, ce panneau ne fera plus partie du paysage. Sur place, malgré la levée de l'interdiction, les riverains restent prudents. C'est très frais dans les esprits des gens, donc je pense qu'aller se baigner tout de suite, c'est pas facile en fait. Si c'était clair, on pourrait mettre quelqu'un facilement en bord de plage pour surveiller, mais là c'est pas le cas, donc c'est vrai que se baigner avec les enfants, on le ferait plutôt à marée basse, dans les petites piscines. Le padel, pourquoi pas aussi. C'est vrai que bon, mais aller jusqu'au récif. Maintenant, là, tout de suite, je sais pas si... Enfin, moi, je sais pas si je le ferais et je suis pas sûre que les gens soient tout de suite mûrs pour ça, voilà. Oui, je suis capable d'aller baigner, mais faire attention à nous, de faire attention à nous-mêmes. Hein. Les requins, c'est comme nous, les êtres humains. Il y a des bons, il y a des mauvais. Hein. Voilà. Regarde le gîte, il n'y a pas une voiture. Il est vide, le gîte. J'espère que ça va tenir, pas comme la première fois qu'ils ont fait, d'ouvrir et de refermer. Ça veut dire qu'ils vont ouvrir apparemment le 1er juillet. Maintenant, nous, le baisse d'activité qu'on a depuis 2 mois, manque de personnel, maintenant mis en congé forcé. Ce qui se passe, l'aide, c'est bien beau pour tout le monde, mais après, on verra bien si on aura quelque chose du territoire. On n'attend pas après ça pour avancer, mais au moins qu'on puisse continuer nos activités depuis 12 ans qu'on a cette activité-là. La province sud a engagé un recensement des entreprises impactées afin de mettre en place son plan d'urgence. De plus, elle continuera à contribuer au financement des opérations de surveillance aérienne et maritime conduites par la mairie. Un plan de balisage a été mis en place et 2 tours de surveillance sont prévus d'ici la fin de l'année. Autre idée de sortie demain avec la 18e édition du Festival de la Foi. Il sera accueilli dans 2 salles de cinéma, celle de la Foi et celle de Nouméa. C'est un festival qui sera présidé par le réalisateur du film Mercenaires, nominé au Festival de Cannes. On l'écoute.
C'est un énorme honneur d'être l'invité du Festival de la FOA et de le présider. Déjà, de venir tourner ici en Calédonie, c'était un rêve pour moi de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, de venir partager cette expérience et l'aventure que j'ai eue avec ce film. À la FOA et à Nouméa, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je me prépare à vivre des émotions assez puissantes. Alors c'est sûr qu'il va falloir être patient pour les spectateurs qui ne vont pas avoir la chance de pouvoir voir Mercenaires au Festival de la FOA. Après, je rassure tous les Calédoniens, c'est la même chose pour les métropolitains qui vont devoir être patients eux aussi et attendre jusqu'au 25 janvier pour pouvoir voir le film en salle. Voilà, j'espère qu'au moment où le film sortira, ça sera quelque chose qui pourra être partagé avec le plus grand nombre. À suivre sur NCTV, j'ai testé pour vous. Et n'oubliez pas, demain, le premier quart de finale entre la Pologne et le Portugal à 6h. Rediffusion 19h20. Et ne manquez pas le choc Italie-Allemagne. C'est dimanche à 6h. Toujours sur NCTV, rediffusion à 19h20. Donc après cette rediffusion, votre case Anuramboro, la case documentaire, avec une histoire qui se passe aux Philippines, dans une communauté isolée. Un jeune homme est atteint d'une maladie très très rare et puis le chaman de sa tribu l'interdit de se rendre à l'hôpital. Je n'en dis pas plus. Rendez-vous dimanche soir avec Aurélie Chiron et René Boutin. C'est juste après la rediffusion de ce choc Italie-Allemagne. Bonne soirée à tous et à lundi.